Bonjour à tous, voici le programme de la séance 4. Tout d'abord, nous reviendrons sur la séance 3 afin d'en faire un bilan. Puis, nous mènerons une analyse d'images et nous étudierons un nouvel extrait d'une autobiographie. Finalement, nous comparerons l'image avec le texte. Passons donc au bilan de la séance 3. Dans Si c'est un homme, Primo Levi livre un témoignage personnel et historique de son expérience dans le camp d'Auschwitz. C'est donc un moyen de livrer un récit authentique d'une réalité historique. Mais c'est aussi une manière de réfléchir sur la difficulté qui existe à dire l'horreur. En effet, les mots semblent incapables de rendre compte de ce qu'ont subi les déportés. Dans l'extrait étudié, l'auteur utilise le passé composé pour raconter les événements qui viennent de se produire, dans le premier paragraphe, puis le futur pour annoncer ce qui va arriver, deuxième paragraphe, et enfin le présent de vérité générale pour tirer des conclusions, dans le dernier paragraphe. Le choix de ces temps prouve que chaque événement est inéluctable, on ne peut pas y échapper. Même si les prisonniers ont essayé d'éviter l'arrivée du froid, ils l'ont subi et les conditions de vie dans les camps sont devenues encore plus difficiles. Le froid tétanise les muscles et provoque des engelures, il augmente la promiscuité et cause des décès. Pour s'en prémunir, les prisonniers vont devoir troquer leur nourriture contre des vêtements plus chauds et sacrifier leur temps de sommeil, déjà très faible, pour faire de la couture. Ces détails mettent en évidence l'horreur de la vie dans les camps et font comprendre au lecteur ce qui s'est réellement passé pour les prisonniers durant cette période. Faites pause dans la vidéo afin de noter dans votre cahier ce bilan. Passons donc à la séance 4. Séance 4, parler de soi pour qu'on parle de nous. Objectif, comprendre les limites de l'écriture autobiographique. Notez donc ce titre et l'objectif de la séance. Dans cette séance, nous travaillerons donc sur les limites de l'écriture autobiographique, ce que l'écriture autobiographique n'est pas capable de faire ou en quoi elle est capable de nous tromper. Pour cela, nous allons d'abord faire un détour par l'autoportrait. Activité 1, analyse d'image. Notez donc le titre et la définition suivante. L'autoportrait est la représentation qu'un artiste fait de lui-même en insistant sur son apparence physique et son caractère. Donc comme l'autobiographie est un récit de soi, l'autoportrait est le portrait de soi-même. Et nous allons donc travailler sur un tableau de Norman Rockwell intitulé Triple autoportrait et datant de 1960. Petit rappel méthodologique. Lorsqu'il s'agit de faire une analyse d'image, il faut procéder à plusieurs étapes. Tout d'abord, il s'agit de présenter l'œuvre en indiquant la nature, l'artiste, le titre, la date. Puis, il faut décrire l'œuvre de manière précise. N'oubliez pas d'insister sur le plan ou les plans du tableau, le choix des couleurs et décrivez de manière précise tous les éléments qui sont représentés pour pouvoir, dans un dernier temps, mener une interprétation, c'est-à-dire donner un sens à ce qui est représenté. Nous allons donc commencer à découvrir ce tableau. Tout d'abord, analysons les plans. On peut identifier 3 plans. Dans le premier plan, nous sommes centrés sur le dos de l'artiste en train de réaliser sa toile. Le deuxième plan est centré sur le chevalet avec la toile qui est sur le point d'être terminée. Et le troisième plan qui intègre le décor, donc le miroir et la chaise. Sur chacun de ces plans, on peut repérer un autoportrait de Norman Rockwell. Tout d'abord de dos, en train de peindre, de face sur la toile, et enfin son reflet dans le miroir. Ainsi, les 3 plans reprennent donc le titre Triple autoportrait. Cependant, on peut noter certaines différences entre les images de l'artiste telles qu'elles nous sont données. Si l'on compare effectivement le reflet dans le miroir et la toile en train d'être peinte. Nous notons tout d'abord les lunettes qui apparaissent dans le reflet et disparaissent complètement sur la toile. Notons également l'orientation de la pipe. Dans le miroir, la pipe est basse alors que sur le tableau, la pipe est haute. Le visage dans le reflet semble plus âgé, plus ridé, alors que dans l'œuvre finale de Norman Rockwell, le visage est plus lisse. On peut donc dire que l'artiste procède à une forme de rajeunissement de son apparence.
entre le reflet et le tableau, l'image semble plus jeune. Cependant, on peut se demander pourquoi Norman Rockwell choisit de laisser son spectateur face au reflet. Il aurait pu choisir de ne pas faire apparaître sur son tableau le reflet avec le miroir. Donc nous allons essayer de comprendre pourquoi Norman Rockwell choisit de montrer à son spectateur qu'il se peint en se rajeunissant. Pour cela, travaillons encore sur la notion d'autoportrait. En effet, d'autres autoportraits sont en fait présents sur ce tableau. Tout d'abord, les petits croquis posés sur le coin de la toile, sur le bord du chevalet, qui sont des croquis de travail qu'utilise l'artiste avant de réaliser sa toile définitive. Et de l'autre côté du chevalet, l'artiste a posé différents autoportraits très célèbres. On y reconnaît Dürer, Rembrandt, Picasso et Van Gogh, qui sont des maîtres peintres et qui sont très célèbres. On peut donc dire que l'artiste cherche à s'inscrire dans l'histoire artistique de la pratique de l'autoportrait. De même que Dürer ou Rembrandt ou Picasso ou Van Gogh, Norman Rockwell est un artiste peintre qui pratique l'autoportrait. Et de l'autre côté du chevalet, les croquis permettent une explication de sa méthode de travail. En effet, il ne passe pas directement du reflet à la toile, mais passe par une étape intermédiaire, celle du croquis. Concernant sa méthode de travail, nous allons voir d'autres indices qui vont nous permettre de comprendre comment procède cet artiste pour réaliser une toile. En effet, sont présents sur l'œuvre différents éléments qui font directement référence à la pratique de la peinture. Les tubes, les pinceaux, la palette du peintre, le fait qu'un chevalet apparaît nettement, ainsi qu'une règle de peintre. Il y a également posé dans la poubelle une série de brouillons, mais aussi un livre d'art ouvert et posé négligemment sur la chaise. Ce livre est ici présent pour rappeler les autoportraits qui servent d'inspiration. Et le miroir, ici, est un outil pour le peintre qui nous laisse entendre qu'il a une certaine volonté d'authenticité. Donc le triple autoportrait est une manière de montrer que l'artiste fait des choix lorsqu'il réalise un autoportrait. Il pourrait, et il en a les moyens techniquement, reproduire exactement ce qu'il voit dans le miroir. Mais il choisit de livrer une apparence qui est l'apparence qu'il veut que l'histoire conserve de lui. Rajeuni, le regard plus franc. Dans ce tableau, certains éléments n'ont pas encore été identifiés et analysés. Passons-y. Nous notons par exemple la présence du verre de Coca-Cola et de l'aigle américain au-dessus du miroir. Ces éléments sont présents comme un rappel de nationalité. De la poubelle s'échappe un peu de fumée. Il s'agit ici d'une référence à un accident personnel. En effet, en 1943, le studio de Norman Rockwell prend feu et il perd plusieurs de ses toiles. Et le casque de pompier, qui est posé tout en haut du chevalet, apparaît donc comme un hommage. Il place sa toile sous la protection des pompiers qui ont éteint l'incendie. On peut donc dire que ces éléments sont une manière d'introduire du récit dans l'autoportrait. Ainsi, tout en peignant l'apparence qu'il a, Norman Rockwell ajoute des éléments qui permettent de raconter une partie de son histoire. Passons donc maintenant à l'analyse des couleurs. Globalement, la toile utilise plutôt des couleurs froides, hormis les éléments dorés et les détails rouges. En effet, deux détails attirent le regard du spectateur, à savoir le coussin et le pied de chaise. Ces détails ne sont pas anodins. En effet, grâce au coussin, le regard du spectateur est directement attiré sur le postérieur de l'artiste. Donc, l'autoportrait de Norman Rockwell passe par un moment d'humour ou de dérision, puisqu'il cherche à attirer le regard du spectateur, non pas directement sur la toile qu'il peint, mais sur son propre postérieur. Les pieds de chaise qui apparaissent en rouge, donc qui attirent l'attention du spectateur, montrent que l'installation est plutôt précaire. Le miroir est négligemment posé sur une chaise, elle-même recouverte
d'un livre posé, d'un tube de peinture et d'un verre de Coca-Cola. On peut donc déduire ici certains éléments concernant le caractère de Norman Rockwell. Il n'est pas vraiment organisé, il n'a pas pris le temps de fixer le miroir contre un mur ou de réaliser une installation plus stable. Même s'il choisit de se mettre en valeur dans son autoportrait, donc sur la toile qui apparaît au deuxième plan, dans son œuvre, Norman Rockwell montre également ses défauts. Il livre certains éléments au spectateur. On peut donc dire que réaliser un autoportrait n'est jamais une pratique neutre. L'œuvre reste toujours subjective parce qu'elle transmet la vision que l'on a de soi-même. Rockwell rend visible sa réflexion sur l'autoportrait en produisant sur une seule toile 3 images de lui-même. Il inscrit dans son œuvre son appartenance culturelle aux États-Unis ainsi que son histoire personnelle. L'autoportrait pictural, c'est-à-dire l'autoportrait sous forme d'image, peut se faire récit par le recours aux symboles, notamment le casque de pompier. Le peintre crée ainsi son identité artistique. Notez ce bilan ainsi que la question suivante. En vous appuyant sur la représentation de l'œuvre, montrez que Norman Rockwell a bien choisi le titre de son œuvre, Triple autoportrait. Faites pause dans la vidéo afin de répondre à la question et nous passerons à la suite. Activité 2, analyse de texte. Dans Commentaires sur la guerre des Gaules, Jules César raconte les différentes campagnes militaires qu'il a dirigées contre les tribus gauloises pour étendre la République romaine sur l'ensemble de la Gaule. Toute la Gaule étant soumise, César, qui avait passé l'été précédent à faire la guerre sans la moindre interruption, désirait que l'armée pût au moins, dans ses quartiers d'hiver, se délasser de si grande fatigue, lorsqu'on lui annonça que plusieurs nations se concertaient pour reprendre les armes. L'on donnait à ce dessein, pour cause vraisemblable, la conviction où étaient alors tous les Gaulois que, réunis sur un seul point, ils ne pourraient jamais résister aux Romains, mais que si la guerre se faisait en diverses contrées à la fois, l'armée romaine n'aurait ni assez d'hommes ni assez de temps pour y faire face. Qu'au reste, nulle cité ne refuserait de supporter quelques maux passagers si par l'embarras qu'elle causerait ainsi à l'ennemi, elle aidait les autres pays à recouvrer leur liberté. Pour ne point laisser aux Gaulois le temps de s'affermir dans cette opinion, César, après avoir mis le questeur Marcus Antonius à la tête de ses quartiers d'hiver, partit lui-même de Bibracte avec une escorte de cavalerie. La soudaine arrivée de César produisit son effet nécessaire sur des hommes dispersés et qui n'étaient pas préparés à aucune défense. Cultivant leurs champs sans défiance, ils furent écrasés par la cavalerie avant de pouvoir se réfugier dans leur ville. César, en effet, avait défendu d'incendier les habitations, signal ordinaire d'une invasion hostile, tant pour ne pas s'exposer à manquer de vivres et de fourrage, s'il voulait s'avancer dans le pays, que pour ne pas jeter la terreur parmi les habitants. On fit plusieurs milliers de captifs. Les Bituriges, qui purent s'échapper à notre première approche, s'enfuirent effrayés chez les nations voisines avec lesquelles ils avaient des alliances ou des liens particuliers d'hospitalité. Ce fut en vain. César, par des marches forcées, arrivait sur tous les points et ne laissait à aucune de ces nations le loisir de changer au salut des autres avant le sien. Cette célérité retenait dans le devoir les peuples amis et ramenait à la soumission par la terreur ceux qui hésitaient encore. En cet état, les Bituriges, voyant que la clémence de César leur offrait un moyen de recouvrer son amitié et que les États voisins n'avaient eu à subir d'autres peines que de livrer des otages, suivirent cet exemple. Nous allons travailler cet extrait dont le vocabulaire est un peu difficile. Vous trouvez sur Pronote le document ainsi qu'une liste de mots de vocabulaire qui pourraient vous aider. Pour cela, on va d'abord travailler sur la stratégie des tribus gauloises. Donc César affronte les Gaulois et les tribus gauloises mettent en place une stratégie pour repousser l'armée romaine. À vous de répondre à la question. Voici quelques indices qui vont vous permettre de construire la réponse. Vous voyez apparaître en jaune la mention d'une rumeur. Cela signifie donc que la décision d'une révolte n'est pas certaine. Vous voyez apparaître en vert l'explication de la stratégie. Il ne s'agit pas d'attaquer toute l'armée dans un lieu, mais de disperser les lieux de combat.
afin de créer une faiblesse dans l'armée romaine. En effet, même si l'armée romaine semble puissante, elle ne peut pas se disperser sur tous les fronts. Et cette stratégie s'appuierait sur un espoir de solidarité entre les cités, certaines cités acceptant de se sacrifier pour permettre la libération de tout un territoire. Faites pause dans la vidéo afin de répondre à la question « Quelle stratégie mettent en place les tribus et réussissent-elles » Passons donc au corrigé. Les Romains vont fonder leur attaque sur une rumeur de révolte des cités celtes, cités gauloises. Pour affaiblir l'armée, les Gaulois envisageraient de mener des attaques dans plusieurs lieux. Même si certaines cités subissent des pertes, cela permettrait de repousser définitivement les ennemis. Cette stratégie est néanmoins un échec, car César prend les devants et attaque les tribus gauloises. Passons à présent à la question suivante. Quelle personne César emploie-t-il pour parler de lui-même? Selon vous, pourquoi fait-il cela? Pour répondre à cette question, deux indices sont nécessaires. Un premier se trouve dans le paratexte. Jules César raconte. Donc Jules César, personnage historique, raconte sa propre vie. On en conclut qu'il est en train d'écrire une autobiographie. Comme vous le savez, lorsqu'on parle de soi, on utilise normalement la première personne. Sauf que si l'on regarde dans le texte, le pronom « je » n'apparaît pas, mais le mot « César », donc troisième personne, apparaît. Ce qui est relativement étrange. Normalement, pour parler de soi-même, on utilise la première personne, et la troisième sert à parler de quelqu'un d'autre. Néanmoins, utiliser la troisième personne permet de faire du texte que livre César un document déjà historique. Et donc Jules César, de son vivant, décide qu'il est lui-même déjà un personnage historique, ce qui est quand même un signe d'orgueil. Faites pause dans la vidéo afin de répondre à cette question. Quelle personne César emploie-t-il pour parler de lui-même? Selon vous, pourquoi fait-il cela? Et voici le corrigé. Alors qu'il écrit son autobiographie, César n'utilise pas la première personne pour parler de lui-même, mais la troisième. Cela montre qu'il se considère déjà comme un personnage historique important. Le lecteur peut en conclure qu'il est orgueilleux. À présent, nous allons travailler sur la dernière question. Prouver que César apparaît comme un homme tout-puissant dans cet extrait. Pour cela, il va falloir à la fois travailler sur le sens du texte, on pourra donc reformuler certains passages, mais aussi analyser des procédés d'écriture. Voici des indices. Tout d'abord, vous voyez apparaître en jaune le fait que César a anticipé. Il a entendu une rumeur, l'a traitée et a pris une décision. En ce sens, il apparaît comme un chef militaire intelligent. Et l'effet de la première attaque est immédiat. La soudaine arrivée de César produisit son effet nécessaire sur des hommes dispersés et qui n'étaient préparés à aucune défense. Cela a pour conséquence une défaite immédiate des tribus attaquées, ils furent écrasés par la cavalerie, mais aussi la fuite des autres. Face à l'arrivée de César, les tribus vont fuir et essayer de trouver refuge ailleurs. On note alors l'utilisation d'une hyperbole. César arrivait sur tous les points et ne laissait à aucune des nations le loisir de songer au salut des autres avant le sien. Ici, il faut noter deux éléments. Tout d'abord, César est ici utilisé pour désigner l'armée tout entière. Ce n'est pas César seul qui peut repousser des tribus entières. C'est l'armée romaine dirigée par César. Or, dans le texte, tout se passe comme si seul César prenait les armes et combattait et effrayait les Gaulois. De plus, ici on a l'impression que l'armée romaine est capable d'être partout, à tous les instants, arriver sur tous les points et ne laisser à aucune des nations le loisir de songer au salut. Donc l'armée romaine est toute puissante et elle est désignée uniquement à travers le personnage de César. Enfin, la réussite de la stratégie de César est totale, puisqu'elle ramène à la soumission par la terreur ceux qui hésitaient encore. Donc finalement, tous les peuples rebelles, qu'ils soient rebelles et révoltés, ou qu'ils soient rebelles mais dans l'indécision, finissent tout de même par se soumettre, ce qui permet à César de dominer tout le territoire de la Gaule. Faites pause dans la vidéo, appuyez-vous bien sur les différents éléments pour construire une réponse développée et argumentée.
Voici le corrigé. Dans ce passage, le lecteur a l'impression que César est à lui seul une armée tout entière. Il établit une stratégie militaire qui est une réussite. César partit lui-même. Des hyperboles sont utilisées pour exprimer les actions de César. César arrivait sur tous les points et ne laissait à aucune des nations le loisir de songer au salut. L'attaque semble donc très rapide, cette célérité est très efficace, car tous les bituriges suivirent cet exemple. Cette tribu finit donc par se soumettre à Rome. Faites pause dans la vidéo afin de recopier la correction. Et nous passerons à l'activité 3. Activité 3. Mettre en relation un texte et une image. Quel point commun pouvez-vous percevoir entre le tableau de Norman Rockwell et cet extrait de l'œuvre de César? Notez dans votre cahier le titre de l'activité ainsi que la question. Vous y répondrez au crayon ou au stylo. Vous prendrez en photo votre cahier et vous l'enverrez à daras.garros@laposte.net. La séance est à présent terminée. N'oubliez pas d'envoyer votre travail afin que je puisse le corriger. Au revoir.